On a toutes et tous en tête cette image un peu troublante. Une grande baie vitrée, parfaitement intacte le matin, et puis on rentre le soir et on découvre une immense fissure qui la traverse de part en part. Personne n'a rien entendu, il n'y a aucune trace de choc, rien. C'est comme si la vitre s'était brisée toute seule en silence. Il y a un côté presque surnaturel là-dedans. Aujourd'hui, on va démystifier ce phénomène. Qu'est-ce qui peut bien pousser une vitre qui n'a subi aucun impact à se fracturer comme ça, soudainement? Pour y voir plus clair, on s'est appuyé sur un article qui décortique vraiment bien ces causes cachées, ces fractures dites spontanées. Notre mission, c'est de comprendre ces forces invisibles qui sont à l'œuvre. Et on va explorer ça en 3 grandes pistes. D'abord, les tensions liées à la température, ensuite, les défauts de fabrication du verre, et enfin, les pressions exercées par son propre cadre. Alors, commençons par la cause la plus courante, le choc thermique. Le terme est assez parlant, mais concrètement, comment ça se passe pour une fenêtre? On imagine bien une histoire de chaud et de froid, mais au point de briser du verre? C'est exactement ça. Mais la clé, ce n'est pas tant le chaud ou le froid en soi, c'est l'écart brutal entre les deux. L'inégalité, en fait. Voilà. Imaginez une grande baie vitrée en plein été. Le soleil tape fort en plein milieu. Cette partie centrale va chauffer très très vite. Elle peut monter à 50, 60 degrés, parfois plus. D'accord. Et pendant ce temps, les bords du verre, eux, sont insérés dans le cadre. Donc, ils sont à l'ombre. Ils restent beaucoup plus froids. Ah oui, je vois. Et cette différence de température, ce n'est pas anodin du tout. La partie chaude, en chauffant, elle cherche à se dilater, à prendre plus de place. Mais elle est retenue par les bords froids, qui eux ne bougent pas. Donc le verre se retrouve à se battre contre lui-même, en quelque sorte. C'est l'image parfaite. Le centre tire dans un sens, les bords retiennent, c'est une tension interne énorme. Et comme le verre, ce n'est pas un matériau élastique, si cette force d'étirement dépasse sa limite de résistance, il n'a pas d'autre choix. Il cède. Il cède. Et la fissure apparaît sans qu'aucun objet ne l'ait jamais touché. Et la source qu'on a consultée précise que ce n'est pas juste une question de soleil. On peut même aggraver la situation sans s'en rendre compte. Par exemple, en collant un film solaire qui va faire grimper la température, ou en installant des stores très sombres, des stores noirs qui absorbent la chaleur. Absolument. Un meuble de jardin un peu trop près, un radiateur, tout ce qui crée un point chaud imprévu peut être un déclencheur. Ce qui est fascinant ici, c'est que la cause n'est pas la vitre elle-même, c'est son environnement. La fracture n'est donc jamais un hasard. Jamais. C'est la conséquence logique, purement physique, d'une accumulation d'énergie que le matériau ne peut plus contenir. D'accord, donc l'environnement est le suspect numéro 1. Mais que se passe-t-il si le problème est plus insidieux? Si le verre porte en lui, dès sa sortie d'usine, le germe de sa propre destruction? Ah, là on entre dans la deuxième grande catégorie, le vice de fabrication. Et c'est là que ça devient paradoxal, je trouve, parce que l'article explique que ça peut arriver même au verre trempé. Or, le verre trempé, c'est le verre de sécurité, celui qu'on nous vend comme étant 5 fois plus résistant. C'est le verre des portes de douche, des abribus. Voilà, comment un matériau aussi soluble peut-il soudainement exploser en 1000 morceaux? C'est ce paradoxe qui est passionnant. La cause est souvent une imperfection minuscule, un défaut invisible à l'œil nu qui s'est glissé dans le verre pendant sa fabrication. Et la source met en lumière un coupable bien précis, les inclusions de sulfure de nickel. Attendez, une impureté microscopique, ça peut vraiment faire exploser une baie vitrée entière, ça paraît fou. Comment une si petite chose peut générer une force pareille? C'est là toute la subtilité. Il faut voir cette inclusion de sulfure de nickel comme une véritable bombe à retardement, mais à l'échelle moléculaire. En fait, cette particule a une propriété physique très spéciale. Avec le temps et les variations de température, son volume augmente. Très très lentement, d'environ 4%. 4%, ça ne paraît pas énorme. Pas énorme, non, mais c'est suffisant pour être fatal dans ce contexte. Parce que le verre trompé, il faut comprendre que c'est un matériau qui est déjà sous très haute tension. C'est ça qui fait sa force. Sa surface est en compression et son cœur est en tension. C'est un équilibre. D'accord. Et cette inclusion, en gonflant très lentement au fil des mois, voire des années, elle va créer un point de pression localisé absolument colossal au cœur du verre. C'est comme si on enfonçait un coin microscopique, millimètre par millimètre. Jusqu'au point de rupture? Exactement. Un jour, la pression est telle qu'elle brise l'équilibre des forces. Et là, toute l'énergie accumulée dans la vitre est libérée d'un seul coup. Ce n'est pas une fissure. C'est une explosion? C'est une explosion. Donc la rupture nous paraît totalement spontanée, mais en réalité, c'est l'aboutissement d'un processus qui a peut-être duré des années. Le défaut était là,
dormant depuis le premier jour. C'est tout à fait ça, la perspective est complètement différente. Et le sulfure de nickel n'est pas le seul responsable possible. La source mentionne aussi par exemple un mauvais recuit, c'est-à-dire un refroidissement qui a été mal contrôlé en usine, ou un processus de trempe qui a été imparfait. Dans ces cas-là, le verre sort déjà stressé de l'usine en quelque sorte. Il est pré-stressé, exactement. Il est fragilisé dès sa naissance. Il n'attend plus qu'un petit déclencheur pour céder bien plus tôt que prévu. D'accord. Donc on a les contraintes externes comme la chaleur et les contraintes internes comme ses défauts, mais on oublie un troisième acteur majeur dans cette histoire. Le cadre de la fenêtre, Exactement. Son rôle est bien plus important qu'on ne l'imagine. c'est une grave erreur de l'oublier, parce qu'il peut devenir le principal agresseur du vitrage. L'article qu'on a lu liste plusieurs scénarios possibles. Un châssis qui se déforme avec le temps, à cause de l'humidité pour le bois par exemple, des cales de pose qui seraient mal positionnées, ou même un serrage excessif des vis à l'installation. Toutes ces situations, elles imposent au verre des torsions ou des compressions anormales. Or, le verre, c'est rigide. Il ne peut ni se tordre, ni fléchir pour absorber ces contraintes. Il encaisse jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Voilà. Et un jour, il casse net. Il y a aussi les vibrations, comme le mentionne la source. Le passage répété de camions, les portes qui claquent, ce sont des microchocs permanents qui fatiguent le matériau. Et puis, il y a un détail technique qui m'a semblé crucial, l'absence de ce que l'article appelle le jeu périphérique. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ce petit espace est si important? C'est peut-être le point le plus contre-intuitif, et pourtant il est fondamental. Le cadre, qu'il soit en bois, en PVC, en alu, c'est une matière vivante. Il se dilate avec la chaleur, il se contracte avec le froid. C'est inévitable. D'accord. Le jeu périphérique, c'est cet espace de quelques millimètres qu'on laisse volontairement entre le bord du verre et le fond du cadre. Cet espace, il agit comme un poumon. Il permet au cadre de respirer, de se dilater, sans venir écraser le verre. Donc s'il n'y a pas ce jeu, ou s'il est mal calculé, Alors c'est la catastrophe assurée. À la première grosse chaleur de l'été, le cadre va se dilater. N'ayant nulle part où aller, il va entrer en contact direct avec le champ du verre et exercer une pression sur tout son périmètre. le verre se retrouve pris en étau en fait, écrasé par son propre support. C'est exactement ça. La pression monte, invisible, silencieuse, jusqu'au moment où le verre cède. C'est une des causes les plus fréquentes de bris sur des installations neuves. Alors, si on fait le bilan de tout ça, on se rend compte que cette vitre qui se brise toute seule n'a finalement rien de mystérieux. Rien du tout. C'est une histoire de force, de tension et de limites qui sont dépassées. On peut résumer les trois grands coupables donc. Oui. Primo, la contrainte thermique, ce combat entre le chaud et le froid. Deuxio, la faille interne, cette bombe à retardement microscopique née en usine. Et tertio, la pression structurelle, quand le cadre devient l'ennemi du verre qu'il est censé protéger. Et le fil conducteur, c'est toujours cette accumulation de stress? Toujours. La fissure, ce n'est que la libération visible de cette énergie accumulée. D'ailleurs, la source précise bien qu'un vitrier professionnel est capable de lire la fissure. Ah oui, c'est-à-dire? En regardant son point de départ, sa forme, son tracé, il peut souvent déterminer l'origine. C'est fascinant. Chaque cause laisse sa propre signature en quelque sorte. Tout à fait. Une fissure de choc thermique partira toujours du bord du vitrage, là où la tension est maximale, alors qu'une rupture due à une inclusion de sulfure de nickel, elle, aura un point de départ caractéristique en forme de papillon, souvent en plein milieu du verre. C'est fou. Finalement, la prochaine fois qu'on entend parler d'une vitre qui s'est brisée sans raison, la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce qui l'a heurté, mais plutôt quelle contrainte invisible a finalement atteint son point de rupture. Exactement. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large, je trouve. C'est-à-dire? On est entouré de matériaux qu'on perçoit comme solides, stables, inertes. Le verre d'une fenêtre, le béton d'un pont, l'acier d'un bâtiment. On pense que ça ne bouge pas. Voilà. Mais cette analyse nous rappelle qu'en réalité, rien n'est statique. Tous ces matériaux sont en permanence soumis à des contraintes, des variations de température, des vibrations, le poids, le simple temps qui passe. Au fond, ça nous rappelle que même les objets qui nous semblent les plus inertes sont en fait au cœur d'un combat permanent contre des forces invisibles. C'est un rappel assez fascinant des forces dynamiques cachées au cœur des objets qu'on croit statiques. Et ça, c'est assez vertigineux quand on y pense.